Ubisoft, on est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo. Donc, on a été créé en 86, donc ça remonte, on va bientôt fêter nos 40 ans. Donc voilà, Ubisoft est détenteur de belles licences que vous devez probablement connaître, hein, comme les Rayman, les Lapins Crétins, voilà, Assassin's Creed, enfin voilà, plein d'autres licences que je vous laisserai découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Donc voilà, moi j'ai un parcours assez diversifié, hein, dans différents secteurs. J'ai toujours été dans les ressources humaines, mais j'ai travaillé dans le domaine des énergies, de la grande distribution, et ensuite dans l'univers du jeu vidéo. Voilà pour ma présentation. Donc si ça vous va, on va enchaîner du coup sur quelques tips pour créer votre CV, et ensuite on fera la partie lettre de motivation. Hop, donc on va repartir un petit peu sur les fondamentaux et plutôt se demander à quoi sert un CV, et quelques petites informations sur combien de temps en combien de temps se lit un CV. Donc un CV, ça permet de manière concise et structurée, hein, de présenter son parcours professionnel et ses compétences et ses qualifications. Pour info, aujourd'hui, le CV est de manière très traditionnelle que vous connaissez, mais on peut aussi le faire sous différentes formes. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme, enfin voilà, vraiment, ça peut être très varié. Aujourd'hui, les outils de recrutement sont quand même très orientés sur un CV, on va dire format papier informatisé. Mais vous avez la possibilité de faire le format que vous voulez, à condition que, évidemment, on retrouve les éléments nécessaires. Donc le CV, c'est un outil aussi de communication, donc il sert pour communiquer sur son objectif, en tout cas sur vos recherches. Ça permet aussi voilà, de communiquer sur vos formations, sur vos expériences professionnelles, vos compétences et vos centres d'intérêt pour votre employeur futur ou potentiel. Voilà. Le CV sert aussi voilà, pour soumettre sa candidature à un emploi, à un stage ou en tout cas à une formation. Voilà, vous pouvez faire des CV aussi pour si vous souhaitez faire des formations. Et il va aussi aider le recruteur à évaluer rapidement les qualifications et l'expérience d'un candidat par rapport aux exigences du poste. Voilà. Le CV, c'est le premier contact que vous avez avec le recruteur, en tout cas avec l'employeur. Voilà, c'est pour ça qu'il est crucial, en tout cas, de respecter certaines caractéristiques. Voilà, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit attrayant, il faut qu'il soit pertinent pour le poste. Voilà, c'est un petit peu le reflet de la personne qui le rédige. En ce qui concerne la lecture du CV, alors il faut savoir qu'on estime que le recruteur passe en moyenne entre 6 et 60 secondes à parcourir un CV. Un recruteur reçoit en moyenne des dizaines de CV par jour, voire des centaines en fonction des postes et des domaines d'activité. Donc voilà, si le CV a une mauvaise présentation, même si vous avez les compétences nécessaires pour le poste en question, votre CV ne sera même pas consulté. Ça serait très dommage. Voilà. Il ne faut pas oublier que en tout cas, la personne qui lit le CV, ou en tout cas qui le traite, est un humain. Encore pour le moment, on n'a pas été remplacé par des robots. Donc voilà, c'est quand même des humains que vous avez derrière la lecture de ce CV. Alors par contre, je ne vois pas s'il y a des questions, hein, donc je vous laisserai interrompre au Pour l'instant, il n'y a pas de besoin. questions, donc on peut continuer. Parfait, nickel. Alors, quelques petits tips du coup pour ce qui est conseillé pour rédiger votre CV. Donc évidemment, attirer l'œil du recruteur, hein, vu qu'on a ce qu'on a vu dans la slide précédente, hein, c'est 6 et 60 secondes, c'est très 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 rapide. Donc voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir attirer l'œil du recruteur facilement. Évidemment, c'est d'adapter votre CV au poste visé et à l'offre d'emploi, donc et au type de contrat. Donc par exemple, il faut aussi que ce soit cohérent avec ce que vous recherchez, hein. Par exemple, si l'annonce c'est pour un stage, mais que vous n'êtes pas du tout éligible à un stage, voilà, ça ne, enfin voilà, ça peut pas correspondre, en tout cas à ce qui est recherché. On recherche la clarté, donc bien gérer vos espaces vides qui faciliteront la lecture et rendront la lecture plus digeste.
respecter le sens de lecture occidentale de gauche à droite. Alors effectivement, c'est la manière la plus simple de lire ou en tout cas de faire un CV. Mais comme je vous disais maintenant, enfin voilà, ça se développe beaucoup. Et après moi, pour ma part, dans l'industrie du jeu vidéo, vous vous doutez bien qu'on a beaucoup de CV qui sont très originaux et qui sont pas forcément sous forme traditionnelle. Mais en tout cas, voilà, si pour que ce soit le plus clair possible, c'est ce qui est conseillé. Faites attention aussi à la police utilisée. Donc, utilisez des polices uniformes avec des tailles de police qui sont assez lisibles. Donc, sur une taille de 11-12 avec des typos qui sont assez classiques, hein, type Arial. Faites attention aux couleurs utilisées. Donc là, on va un petit peu loin, mais voilà, quitte à le faire, autant le faire bien. Il ne faut pas que ce soit non plus soit trop agressif, soit trop pâle. Enfin voilà, il faut que ce soit quand même visuellement agréable. Et attention à la surcharge d'informations. Moi, je l'ai souvent vu en lisant des CV, trop d'infos tue l'info. Donc, soyez synthétique, voilà, soyez vraiment efficace dans ce que vous voulez faire ressortir dans le CV. Voilà, parlez de vos activités et de vos tâches, voilà, enfin, en tout cas de ce que vous avez fait pendant vos expériences. Et on le conseille de le faire sur une page, maximum 2 si vous avez une très longue carrière, mais voilà, idéalement, c'est une page. Dans le CV, on doit retrouver 6 rubriques, donc votre état civil, nom, prénom, l'adresse, le téléphone où on peut vous joindre. Est-ce que vous avez le permis et est-ce que vous êtes véhiculé? Est-ce que vous êtes mobile? Enfin voilà, bien le préciser aussi. Éventuellement, la photo, alors la photo n'est pas obligatoire, elle est conseillée si vous souhaitez la mettre. En tout cas, si vous la mettez, il faut qu'elle soit très professionnelle. Voilà, moi enfin, en tout cas en tant que recruteur, on a on a souvent eu des expériences de photos, voilà, prises, coupées, voilà, sur une photo de groupe. Enfin, voilà, ça fait pas du tout professionnel et voilà, si vous la mettez, il faut qu'elle soit professionnelle, sinon vous ne la mettez pas et ça ne vous portera pas préjudice, du tout. Voilà, si jamais vous avez des liens, de vos profils professionnels ou QR codes, n'hésitez pas aussi à les mettre. Voilà. Vous avez aussi la rubrique objectifs, donc mettre en évidence dans un encadré votre compétence principale et ou votre objectif personnel. N'oubliez pas surtout de mentionner vos formations, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. Voilà, indiquer les compétences que vous avez obtenues au moment de ces formations. Ça aide aussi beaucoup quand on est en début de carrière et qu'on n'a pas forcément d'éléments à mettre en évidence au niveau des expériences. Misez beaucoup sur les formations et ce sur quoi vous avez du coup progressé ou en tout cas appris et en tout cas que vous voulez valoriser. Évidemment, la rubrique des expériences professionnelles, donc les postes que vous avez occupés, vos jobs d'été, les expériences bénévoles, associatives, voilà, qui permettent évidemment de valoriser vos valeurs, votre autonomie et les compétences que vous avez acquises. Les compétences, donc ciblez bien les compétences techniques acquises en formation en les répartissant dans des domaines spécifiques. Voilà, si vous avez des choses à mettre en place. N'oubliez pas aussi de mettre la maîtrise de vos outils informatiques ou en tout cas des certifications que vous avez aussi obtenues, par exemple les TOEIC ou les autres certifications qui peuvent être utiles. Pour les outils informatiques, après là c'est propre à chaque recruteur. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de jauge. Vous savez, on voit souvent, on verra après sur les CV, une échelle de mesure de compétences et de maîtrise d'outils informatiques. Moi, je vous déconseille de mettre ça. Je vous conseille plutôt de les mettre par ordre de maîtrise d'outils parce que ça, c'est un peu du pain béni pour le recruteur s'il a envie de vous titiller un petit peu comment est-ce que vous avez estimé l'échelle de maîtrise, sur quoi vous vous êtes basé, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin voilà, ça peut vous mettre dans une situation un peu inconfortable au moment de l'entretien, donc mettez-les plutôt par ordre de maîtrise. Et évidemment, on n'oublie pas la rubrique des centres d'intérêt, donc précisez vos hobbies ou vos activités extra-professionnelles en les classant par ordre d'importance. Voilà, ça peut être
on la néglige souvent, cette catégorie, mais ça peut être aussi un premier contact par rapport au recruteur. Comme je vous disais, ça reste un humain. Il y a peut-être une compétence ou enfin, en tout cas, un hobby que vous avez en commun avec lui ou en commun avec quelqu'un de l'équipe qui recherche. Donc voilà, ça peut être très utile et ça peut vous permettre de vous démarquer. Voilà pour les rubriques. D'autres petits tips, donc présenter sous forme antichronologique, donc de la date la plus récente à la date la plus ancienne. Évidemment, on met en valeur la dernière expérience, ou en tout cas le dernier diplôme obtenu. Soyez précis sur les missions et les résultats obtenus pour avoir un indicateur du coup de votre savoir-faire. On vous conseille aussi de soigner autant la forme que le contenu, évidemment. Privilégiez le format PDF si vous avez un envoi par mail et même si vous avez si vous devez mettre votre candidature sur un outil de recrutement. Et évidemment, si vous l'envoyez par mail, créez-vous une adresse professionnelle. Moi, j'ai vu des adresses qui n'étaient pas du tout professionnelles. Bon, c'est très marrant des fois, mais voilà, on est des professionnels, on cherche un emploi, donc voilà, on se crée une adresse assez professionnelle. Voilà, et ensuite, du coup, si vous n'avez pas forcément d'idées ou d'inspiration pour créer votre CV, évidemment, vous avez plein de modèles gratuits et personnalisables que vous pouvez trouver sur Canva et plein d'autres sites. Voilà. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Oh, pardon. Ensuite, évidemment, quelques petits tips à éviter sur votre CV. Alors moi, quand je reçois des CV, j'aime bien qu'on évite d'écrire curriculum vitae sur le CV. Enfin, on sait ce que c'est, donc privilégiez plutôt de mettre l'intitulé du poste plutôt que d'inscrire que c'est un curriculum vitae. Évidemment, on ne ment pas sur son CV, hein. Sachez que le recruteur est susceptible de vous poser des questions sur les points que vous avez mentionnés, de prendre des références aussi. Donc, il vaut mieux avoir des trous dans son CV qui seront toujours justifiés plutôt que de mentir et de créer des expériences qui n'existent pas ou des choses que vous n'avez pas réalisées. Voilà. La photo, évidemment, originale, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous mettez une photo, il faut qu'elle soit professionnelle. On ne fait pas l'impasse sur la rubrique divers, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est très important de mettre en avant vos passions, parce que ça peut faire aussi le reflet de vos valeurs et voilà, de ce que vous aimez faire en dehors de votre travail. Évidemment, on ne fait pas de fautes d'orthographe et de syntaxe. Maintenant, vous avez de super outils pour rédiger correctement, corriger aussi vos fautes d'orthographe. N'hésitez pas à vous faire relire aussi, puisque parfois, on ne voit pas forcément, à force d'en faire et d'en rédiger, on ne voit plus les fautes. Donc, le CV doit être harmonieux. Donc, les ponctuations, les majuscules, les doubles espaces, tout ce qui est vraiment très classique sur la syntaxe et la rédaction. Voilà, si vous mettez un intitulé de rubrique en majuscule, il faut que tous vos intitulés soient uniformes, voilà, au mieux. Alors, rédiger votre CV, il ne faut pas rédiger et écrire son CV, hein, il faut le présenter sous forme de phrase nominale, donc la maîtrise des logiciels Word et Excel. Et seules les rubriques qui peuvent être, on va dire, un petit peu rédigées, c'est la partie objectif, donc on va dire 2 lignes maximum, et éventuellement la rubrique des centres d'intérêt. Voilà. Pas de CV manuscrit, on a tout ce qu'il faut maintenant pour rédiger des CV de manière informatique, donc pas de CV à la main, s'il vous plaît. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, on vous a mis quelques exemples de CV qu'on a trouvé assez clairs pour vous donner un petit exemple de ce qui est attendu. Donc évidemment, on a enlevé les informations privées des personnes qui nous avaient envoyé leur CV. Donc on vous laisse un petit peu regarder ces 2 premiers CV. Donc moi, ça c'est des CV qui sont plutôt orientés sur la partie artistique. Donc comme vous le voyez, même si ce sont des profils
très artistique. Il n'y a pas besoin d'être très extravagant. Le tout, c'est que ce soit très clair, qu'on sache voilà, ce qui est recherché. Donc sur le premier, vous voyez, il y a la partie designer graphique. Ici, on voit qu'elle recherche un poste de directrice artistique ou de motion designer. On a toutes les informations qu'on recherche sur la partie état civil de la personne. Voilà, on voit que la personne est véhiculée. En tout cas, voilà, il y avait des informations sur la partie privée. Là, donc sur la partie de gauche, la personne nous met les langages maîtrisés. Alors, il aurait été mieux qu'il y ait le niveau d'anglais, s'il y a eu un TOEIC ou autre. Les logiciels, ben, vous voyez, il n'y a pas de jauge. Donc, ils sont classés par ordre de maîtrise des outils. La catégorie divers, toujours présente. Et les différentes expériences avec voilà, qu'est-ce que la personne a fait, pour qui il a travaillé, etc., etc., les formations et les diplômes obtenus. C'est très simple, c'est très efficace. En haut à droite, il y avait la photo, le lien LinkedIn, c'était parfait, on n'en demandait pas plus. Et sur la partie de droite, donc la personne nous a mis un petit peu son profil. Donc voilà, elle nous dit qu'elle est créative, curieuse, enthousiaste, voilà, passionnée par l'animation et le motion design, les voyages et le sport. Elle nous met ce qu'elle recherche, ses outils maîtrisés par ordre de maîtrise, ses expériences professionnelles avec ce qu'elle a fait, les outils utilisés éventuellement et le lien vers des vidéos qu'on peut voir et ses formations. Et elle nous a mis une petite catégorie récompenses et sélections voilà, qu'elle a pu avoir au cours de son expérience. Voilà pour les 2 CV. Hop. Et 2 autres, voilà aussi que vous pouvez compléter, que vous pouvez constater qui sont un petit peu plus complets et un petit peu plus poussés dans les rubriques expérience et formation. Voilà, donc on y retrouve tous les éléments nécessaires, hein, donc le nom, le prénom, ce que la personne recherche, le lien LinkedIn, la photo et l'état civil. Ici, on a bien la mention de l'anglais avec le niveau, les compétences clés pour le métier recherché, les loisirs, toujours dans la catégorie divers, et un petit mot voilà, de présentation très, très succinct et très rapide sur qui il est et ses compétences et ses attentes. Au niveau des expériences, c'est pareil. On a les expériences classées, donc la plus récente en dernier, avec évidemment ses objectifs et les tâches, en tout cas du quotidien qu'il avait à réaliser et les formations. Et pour le CV de droite, eh ben, c'est pareil, on retrouve les mêmes catégories. Les CV sont très lisibles, les couleurs sont très visuelles, il y a tous les éléments nécessaires, ça rentre sur une page. Il y a beaucoup d'informations, mais sans être trop surchargé. Voilà, je sais où aller chercher les informations en tant que recruteur. Voilà, c'est très facile pour moi de regarder si la personne correspond à tout ce que je recherche pour mon poste. Voilà pour ma partie. Très bien, donc je vais poursuivre avec la partie lettre de motivation. J'en profite pour répondre à une dernière question. Est-ce que c'est possible de faire des phrases, aucune phrase rédigée dans un CV, sauf à 2 endroits. La partie encadrée en haut qui raconte en 1 ou 2 phrases maximum qu'est-ce que vous recherchez, le poste recherché, et également la partie centre d'intérêt peut être rédigée. Sinon, on fait voilà, on parle voilà, des groupes nominaux avec un verbe à l'infinitif, mais aucune phrase rédigée. Alors, pour l'âge, vous pouvez mettre votre âge. Comme voilà, ça, c'est vraiment votre choix. C'est comme pour la photo, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez mettre votre âge et d'ailleurs, c'est mieux que la date de naissance. Ça évite de faire un calcul, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. En fait, en tout cas, à partir du moment où ça n'apporte rien d'utile au recruteur ou en tout cas pour le poste, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Est-ce qu'on peut mettre des titres en anglais pour les compétences professionnelles? Alors, si vous mettez en anglais, il faut que tout le CV soit en anglais. Voilà, il faut que ce soit harmonieux. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais, vous faites votre CV en anglais. Voilà. Et essayez, si vous faites un CV en anglais, essayez de voir si la personne en face
parle bien l'anglais, la personne qui va vous lire. Donc, sinon, vous faites une version anglais, une version français, et vous mettez les deux sur le PDF. Comment faire Alors, un CV vidéo? Ouais. Comment faire un CV vidéo? Là, vous avez plein d'outils. Alors moi, c'est pas mon domaine de compétences pour vous donner des outils pour faire des CV vidéo, mais vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire des montages, voilà, qui vous permettent de pouvoir les envoyer ensuite par mail aux recruteurs. Voilà. Mais ça, c'est sur des outils que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet. Je vais poursuivre donc sur la partie lettre de motivation et puis de toute manière, voilà, continuez comme vous le faites là à poser vos questions. On y répond au fil de l'eau et si jamais il reste des questions, de toute manière, on aura un temps d'échange à la fin. Alors, je vous partage également mon écran. Alors, excusez-moi, hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Donc, première question, à quoi sert une lettre de motivation? Est-ce que elle est obligatoire? Donc, j'imagine que parmi vous, beaucoup de personnes se posent cette question. Donc, c'est vrai que la lettre de motivation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour vous permettre de vous démarquer, de prouver vos compétences rédactionnelles, surtout sur certains postes. Voilà, c'est un réel atout. Et puis également, ça montre que vous avez fait l'effort de rédiger quelque chose en plus par rapport à d'autres candidats. Et notamment, moi, je la recommande très fortement pour les personnes qui sont à la recherche d'un stage ou d'une alternance et qui ont moins d'expérience professionnelle. Donc voilà, vous allez pouvoir ici apporter un plus à votre candidature. Donc, cette lettre de motivation, elle va faire le lien avec le CV. Attention, il ne faut pas que ce soit une redite du CV, mais on cible bien les propos. Voilà, donc ça va permettre aux recruteurs de vous évaluer tant sur le contenu avec des arguments avancés que sur la forme pour voir si vous savez respecter des normes. Également, et ça je vais insister pas mal de fois là-dessus, il faut que votre lettre de motivation, elle soit adaptée à chaque poste, à chaque entreprise. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est qu'avant de candidater, vous appeliez l'entreprise et que vous ayez le nom, prénom et la fonction de la personne à qui vous vous adressez pour pouvoir le noter sur la lettre et vous adresser à cette personne. Voilà, elle verra que vous avez fait cet effort de recherche et que votre lettre est vraiment personnalisée. Également, quand vous allez parler de l'entreprise, je vais vous montrer la structure de la rédaction de votre lettre, comment elle doit être structurée, mais il faut vraiment qu'elle soit adaptée, personnalisée pour chaque poste, chaque entreprise. Donc, l'idée de cette lettre, c'est vraiment montrer que vous avez compris les attendus du poste en question, retenir l'attention du recruteur pour qu'il puisse derrière avoir que vous lui ayez créé l'envie de vous rencontrer. Et c'est un réel exercice, un réel atout derrière pour vous parce que vous serez entraîné à votre entretien d'embauche. En fait, dès que vous avez fait votre lettre de motivation, derrière, vous avez tous vos arguments, toute votre structure pour pouvoir passer votre entretien d'embauche. Donc, c'est un réel support, c'est un gros travail en amont, mais derrière, voilà, ça va vraiment vous aider par la suite. Donc, ce qu'on vous conseille pour cette rédaction de lettres, c'est vraiment de commencer par un brouillon. Prenez simplement un papier, un crayon, et là, vous mettez à plat tout, c'est-à-dire vos savoir-faire, ce que vous ont appris, vos expériences professionnelles, non professionnelles. Pour les personnes qui sont encore en études et qui ont peu d'expérience professionnelle, dans ces cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous êtes en études, de regarder sur Internet votre programme de formation.
voilà, ce qu'on doit vous enseigner, les compétences acquises à la sortie de vos études. En plus, généralement, c'est structuré par domaine. Par exemple, je prends une formation gestion d'entreprise, vous aurez les compétences acquises en ressources humaines, en marketing, etc. Donc, par rapport au poste, vous piochez dedans. Et voilà. Et là, ça reprend vraiment tout ce que vous aurez appris à l'école sur vos années d'études. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment un plus si vous avez voilà, moins d'expérience professionnelle à mettre en avant. Également, vous mettez à plat tout ce que vous savez de l'entreprise. Donc, vous allez sur le site internet. Attention, pas de copier-coller, mais vous prenez toutes les infos, c'est-à-dire des chiffres clés sur le chiffre d'affaires, sur le nom de la personne qui dirige l'entreprise, sur les effectifs, sur les pays d'implantation, sur des projets qu'ils ont pu mener dernièrement, des innovations, etc. Vous mettez tout ça à plat. Également, vous mettez à plat les attentes de l'entreprise. Donc ça, généralement, vous les retrouvez dans l'annonce. Donc reprenez voilà, l'annonce. Et une fois que vous avez mis tout ça à plat, vous pouvez commencer à construire votre argumentaire. Donc vous organisez par voilà, tous ces arguments pour les mettre en valeur. Voilà. Et puis également, faites toujours le lien avec le poste. Donc, si par exemple, vous avez des compétences en marketing, mais que le poste il est en ressources humaines, ça ne sert à rien de le préciser. Voilà, donc vous classez ces arguments pour les mettre en valeur. Et voilà, et ça va vous permettre encore une fois de vous préparer à votre entretien d'embauche. Donc ici, voici une première proposition de structure de lettre de motivation. Donc voilà, c'est très important que votre lettre elle soit structurée. Ça va montrer que vous êtes capable de synthétiser, d'être organisé et de pouvoir structurer vos propos. Donc cette première proposition, c'est de faire 3 paragraphes. Premier paragraphe, vous parlez, donc on va l'appeler vous. Donc vous parlez de l'entreprise. Donc là, vous allez vraiment montrer que vous êtes renseigné sur l'entreprise sans trop en faire. L'idée, c'est pas de faire un Wikipédia de l'entreprise, mais vraiment voilà, que vous ayez pointé des choses intéressantes sur l'entreprise. Deuxième paragraphe, moi. Donc là, vous expliquez pourquoi vous postulez pour cette entreprise, pour ce poste précisément. Vous mettez voilà, en avant les compétences que vous avez par rapport au poste. Et troisième paragraphe, nous. Donc, vous allez vraiment parler avec le pronom nous, l'adverbe ensemble, pour pouvoir projeter le recruteur sur un futur partenariat professionnel. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise va vous apporter? Comment vous allez travailler ensemble? Et vous terminez par proposer un entretien. Donc, vous concluez donc sur votre disponibilité pour un prochain entretien et une formule de politesse assez simple. Je vous prie d'agréer Madame parce qu'on s'est renseigné sur la personne. L'expression de ma considération distinguée, par exemple. En haut, à gauche donc de la lettre, vous allez mettre vos coordonnées. En haut, à droite, les coordonnées de la personne à qui vous adressez. Donc, tout ça rédigé à l'ordinateur et signez votre lettre à la main. Donc, vous l'imprimez, vous la signez et vous scannez ou vous l'envoyez par courrier en fonction, ou en main propre, c'est toujours mieux, en fonction voilà, de comment vous souhaitez faire l'envoi. Au niveau de la taille de cette lettre de motivation, on recommande minimum une demi-page et maximum 3/4 de page pour que ça ne fasse pas non plus gros bloc. Mais voilà, donc les trois paragraphes bien aérés et pensez aussi à justifier votre texte sur Word pour que ça soit bien harmonieux et qu'on n'ait pas, voilà, que ce soit vraiment bien, bien joli. Donc ça, c'était la première structure. La deuxième proposition de structure de la lettre, c'est quasiment la même. C'est juste que vous allez échanger les deux paragraphes, les deux premiers paragraphes. Donc, vous pouvez tout aussi bien commencer par parler de vous et ensuite parler de l'entreprise. Mais l'idée, c'est voilà, c'est la même. Ensuite, voilà, je vous ai mis un petit exemple de lettre de motivation très bien
très bien faite que Samantha a reçue. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, c'est vraiment dans le monde des jeux vidéo. Donc, premier paragraphe. Donc, la personne parle d'elle. Donc, je souhaite candidater au poste de... Mon parcours a été fortement influencé par ma passion pour les jeux vidéo, débutant dès l'époque de la Dreamcast et de la Game Boy Color. C'est un univers où la créativité s'exprime à travers les émotions et c'est précisément cet aspect qui m'attire profondément. Ensuite, pour le vous, ma découverte de le nom du studio s'est faite à travers le jeu 1-1, une expérience que j'ai justement appréciée. La direction artistique m'a marquée, la bande sonore puissante et surtout les thématiques profondes qui m'ont amené à réfléchir, notamment à travers le boss 1-1. La suite du jeu s'inscrit dans la lignée du jeu 1-1 à travers, en termes d'innovation, mais le postulat reste le même pour moi. Votre équipe est créative et c'est ce qui me séduit chez 1-1. Vous disposez d'une équipe incroyablement talentueuse et ce serait un honneur pour moi de faire mes débuts chez vous, car vous possédez quelque chose d'irremplaçable, la créativité et l'audace. Et ensuite, donc la partie ensemble, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement? J'ai pu concrétiser plusieurs projets étudiants et personnels que vous pourrez découvrir dans mon portfolio. Bien que je ne sois pas familier avec la réalité d'une production, j'ai occupé les postes de au sein de toutes les productions que j'ai réalisées. Une créativité inébranlable, une ardeur et une passion dans ce domaine animent chacune de mes réalisations et je m'efforcerai au maximum de me surpasser pour vous rendre honneur. Voilà un bel exemple de lettre de motivation. En termes de taille, là également, il y a un équilibre et c'est important d'avoir ça, c'est qu'il y a un équilibre entre chaque paragraphe, qu'on n'ait pas une ligne dans un paragraphe et 10 lignes dans un autre, parce que là, ça montre que vous ne saviez pas trop quoi mettre dans ce paragraphe. Donc là, on a vraiment plutôt un bel équilibre entre chacun de ces paragraphes. Et là, vous voyez, dans le dernier paragraphe, la personne parle d'un portfolio. En effet, en fonction du secteur d'activité, lorsque vous postulez, n'hésitez pas à, en plus du CV de la lettre de motivation, à apporter des contenus de réalisation qui sont des preuves de vos travaux, de vos capacités artistiques. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est apporter également une lettre de recommandation d'un ancien employeur, placer sur votre CV quelques références d'anciens employeurs. Voilà globalement ce que vous pourriez faire et ça montre que voilà, vous avez plutôt confiance en vos expériences passées pour pouvoir mettre en contact l'entreprise avec vos anciens employeurs. Donc, pour en revenir à la lettre de motivation, donc ce qui est conseillé, ça va être de rédiger sur l'ordinateur, comme je vous l'ai dit, la signer manuellement, rechercher le nom de votre interlocuteur, être positif. Donc, tout ce qui se présente comme un handicap peut être tourné à votre avantage. Vous pouvez toujours tourner les choses de manière positive. Également, soyez authentique. Il ne s'agit pas de vendre un personnage imaginaire, mais de mettre en valeur ce que vous êtes et ce qui vous distingue des autres. N'affirmez pas, mais démontrez. Par exemple, vous pouvez très bien dire vous êtes travailleur, ok, concrètement, voilà, tout le monde peut dire ça, je suis motivée, ok, enfin voilà, il y a des choses un petit peu bateau, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous puissiez apporter des preuves sur ce que vous exposez. Par exemple, des résultats que vous avez pu apporter à une entreprise en termes de chiffres, à partir du moment où vous apportez des chiffres, etc., là c'est ok et c'est solide. Voilà. Associer toujours donc un savoir-faire, une qualité et leur utilité par rapport à l'entreprise et l'emploi que vous proposez. Voilà, pensez à insister sur ce qui peut vous rendre opérationnel tout de suite. Voilà, et surtout adaptez votre langage. Par exemple, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est on va dire, aux ressources humaines, ne parlez pas trop technique. Essayez vraiment d'adapter. Vous aurez derrière la possibilité de parler technique avec le manager, mais essayez d'être compréhensive, d'être compris auprès de votre interlocuteur. Bien sûr, il faut quand même un peu parler un peu technique pour voilà, qu'on se rende compte que vous correspondez au poste. Mais voilà, pensez à ça quand même.
Et ne dites pas tout dans une lettre de motivation, on ne peut pas tout dire, mais mettez les points clés que vous souhaitez mettre en relief et de toute manière, vous pourrez voilà, exposer vos autres arguments et justement, ça vous en laisse pour l'entretien. Ensuite, ce qui est à éviter, donc bon, on en a parlé, la banalité, c'est-à-dire exposer le fait qu'on est, enfin affirmer plutôt le fait qu'on est travailleur, dynamique, ouvert, etc. Alors que on cherche déjà ce qui vous caractérise vraiment et on cherche également des arguments. Voilà. Ensuite, donc les arguments peu crédibles. Par exemple, affirmer que vous pouvez apprendre en un mois ce qui s'apprend en un an. Les arguments en forme de plaidoirie, par exemple, dans vos arguments, dire se justifier alors que vous n'avez pas à vous justifier, par exemple, dire j'ai seulement un an d'expérience, mais c'est parce que ou j'aurais dû apprendre telle ou telle chose, mais j'en ai été empêchée par. Voilà, il faut éviter ça, de penser toujours être positif. Éviter les arguments non étayés, donc ça on en a parlé, donc vraiment prouver de par votre expérience professionnelle et expérience de vie. Ne pas faire une redite du CV, ne pas penser à être original à tout prix, ne pas non plus faire des formules de demande d'emploi qui évoquent des difficultés à trouver un emploi ou une angoisse. Éviter les mensonges, éviter les expressions négatives. Il ne m'a pas été permis de, par exemple, ou je n'ai pas pu. Voilà, pensez à bien aérer donc votre lettre, qu'elle ne soit pas trop tassée. Faites voilà, des espaces entre chaque paragraphe, par exemple, ou un alinéa là, avant chaque paragraphe, pour que ça soit bien lisible et qu'on comprenne la structure en une seconde, enfin voilà, en 5 secondes, qu'on comprenne la structure de votre lettre. Et surtout, pas de modèle générique, pas de copier-coller de modèles que vous trouvez sur Internet parce qu'il y en a plein et ça se repère très facilement et ça veut dire que ça ne sera pas personnalisé. Petite matrice qu'on vous met à disposition, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, matrice d'auto-évaluation de votre lettre de motivation. À la fin, une fois que vous avez terminé votre lettre, si vous voulez savoir si elle est bien raccord avec tous les conseils que vous a donnés là, dans ces cas-là, vous avez 10 critères où vous pouvez vous auto-évaluer. Par exemple, critère 1, ma lettre me ressemble, elle donne une image de moi, une bonne image de moi, elle est soignée. Critère 2, ma lettre montre clairement mon intérêt pour l'entreprise. Ensuite, ma lettre ne parle pas que de moi, elle parle des besoins, des problèmes, des projets de l'entreprise. Ma lettre est positive et dynamique. Ma lettre est originale. Elle va se distinguer des autres lettres reçues par l'entreprise. Ma lettre me paraît convaincante. On voit bien mes atouts pour le poste. Elle ne répète pas mon CV. Le début de ma lettre accroche bien. On est tout de suite au cœur du sujet. J'ai bien pensé à envisager un rendez-vous et mes coordonnées sont précisées. Cette lettre donne envie de convoquer la personne qui l'a écrite. On sent qu'elle veut vraiment ce poste et qu'elle a des atouts pour réussir. Et on comprend bien pourquoi l'auteur de la lettre écrit à cette entreprise. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui cherche n'importe quel travail. Voilà. Donc, j'espère que c'était complet et qu'on a pu répondre à pas mal de vos questions. Maintenant, voilà, on vous laisse exposer justement vos questions. On va avoir un temps d'échange de 20 minutes. Ouais, il y avait quelques questions, mais je crois que Samantha a répondu pardon, à la plupart d'entre elles. Un peu, ouais, pour essayer Là, c'est très bien, de très pas bien. trop avoir de. Mais voilà, il y en a, en tout cas les dernières, donc de Marine. Voilà, à partir de là, j'ai plus répondu. Ok. Alors, Marine, effectivement, demandait, est-ce qu'on peut avoir des... Alors, on peut avoir des aides financières en tant que demandeur d'emploi pour l'employeur. C'est quelque chose à camoufler puisqu'on met en avant le trou d'expérience. Qu'est-ce que je pense, si j'ai bien compris, est-ce qu'une période de voilà, sans emploi est à camoufler sur le CV ou pas?
si j'ai bien Non. compris la question. Ouais, si c'est ça la question, non. De toute façon, on peut pas la camoufler à partir du moment où on met des dates de prise de poste et forcément de fin de poste. Le tout, c'est de pouvoir, ça sera pas rédhibitoire sur un premier contact. Il faut pas oublier que le CV, la lettre de motivation permettent éventuellement de passer à l'étape de l'entretien. Ça ne sera pas rédhibitoire. On ne va pas mettre de côté un CV parce qu'il y a un trou d'expérience. En revanche, il faut pouvoir le justifier au moment de l'entretien. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il va falloir préparer votre argumentaire sur qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période sans emploi, voilà, en tout cas, qu'est-ce qui vous animait et qu'est-ce que vous avez fait pour combler cette période-là. Voilà. Je ne sais pas si Marine, tu veux rajouter des éléments, n'hésite pas. Non, je te rejoins complètement. Ne surtout pas essayer de camoufler des trous, mais ça se justifie toujours. Alors, j'ai une autre question de oui, Marine. Dans la lettre de motivation, ce n'est pas un argument. Je suis inscrite chez France Travail. Vous avez le droit. Ah oui, pardon. Ok, ça reprenait les éléments de la question juste avant. Une autre question, du coup, est-il conseillé d'envoyer des messages aux recruteurs sur LinkedIn? Pourquoi En pas? plus, j'imagine. Pourquoi pas? Après, voilà. Sachez que, alors déjà, il faut que vous soyez sûr du recruteur en question et sachez qu'un recruteur a énormément de messages sur LinkedIn. Donc, voilà, ça peut se noyer. En tout cas, ça ne doit pas remplacer un envoi le site de l'annonce directement votre CV. Ça peut venir compléter, mais ça ne doit en aucun cas, vous devez vous dire, bon, bah, c'est bon, j'ai envoyé mon CV parce que voilà, le recruteur peut passer à côté de certains messages sur LinkedIn car il est assez sollicité. Il y avait une autre question Ouais. de Louisa qui demandait dans une lettre de motivation pour un contrat professionnel, ou de professionnalisation, pardon, mettre en avant les arguments avantages entreprise est-il envisageable? Et elle met entre parenthèses, surtout pour une personne de 45 ans. Donc, ce que je comprends, c'est du coup, est-ce qu'on peut mentionner quels intérêts aurait l'entreprise de prendre un contrat pro au niveau financier? C'est ce que j'ai compris aussi, moi. Oui. Ouais. Alors, après, moi, je vais répondre pour ma part et je laisserai Marine peut-être répondre en fonction je pense que c'est différent au niveau des secteurs d'entreprise, mais si l'entreprise ne fait pas de contrat d'alternance, elle n'en fera pas. Enfin, en tout cas, nous, sur les grosses structures, c'est vraiment, on va dire, c'est une consigne siège de faire de l'alternance ou de ne pas en faire. Donc, on est au courant des avantages et des inconvénients voilà, d'avoir des alternants, des stagiaires, et voilà, quels sont les avantages financiers. Donc, si vous candidatez pour un grand groupe, je pense que ce n'est pas nécessaire, puisqu'ils savent très bien, en fait, voilà. Et puis, s'ils ne prennent pas d'alternance, ils ne prennent pas d'alternance, voilà, dans ces cas-là. Après, en revanche, pour une petite boîte, peut-être que ça a un intérêt. Pour le coup, je ne saurais pas trop m'avancer là-dessus. Ouais, moi je rejoins Samantha. Je pense que en effet, l'entreprise est très au courant des avantages de ce type de contrat. Et je pense que c'est pas l'objet de la lettre de motivation. Je pense qu'il faut vraiment parler de vous et pas forcément des avantages, en sachant que je pense que les entreprises sont vraiment informées de cela. Alors, Merci sur un CV, beaucoup. doit-on Ouais, allez-y, noter pardon. une RQTH? Oui, enfin, là encore, je pense que c'est votre choix. Est-ce que vous êtes à l'aise ou non avec ça? Mais je pense que ça peut vous aider derrière à évoquer durant votre entretien un besoin d'aménagement de poste, etc. L'idée, en fait, c'est comment vous, derrière, ça va vous rendre à l'aise ou non en entretien. Est-ce que ça vous permet d'amorcer le sujet voilà, si vous êtes un petit peu mal à l'aise avec ça? Autrement, c'est assez libre, c'est vraiment comme la photo, etc. C'est en fonction de vous, voilà, comment vous ressentez les choses. S'il n'y a pas forcément nécessité d'un aménagement de poste, là encore, c'est pareil, c'est vous qui voyez si c'est utile ou non. Voilà, on pense aussi au fait que ça peut servir l'entreprise d'un point de vue quota, etc. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de penser à vous. Voilà, comment vous êtes à l'aise avec le sujet.
Sachant que je me permets de rajouter, il faut savoir que si vous mentionnez votre RQTH, l'employeur n'a absolument pas le droit de vous demander le motif de cette RQTH. Il a juste la possibilité de vous demander s'il y a un aménagement de poste ou non. Donc effectivement, je rejoins Marine là-dessus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le mentionner. Si vous n'êtes pas à l'aise, de toute façon, ça ne changera rien. Et si ça ne nécessite pas un aménagement de poste, non. En revanche, si ça nécessite un aménagement de poste, il faut que l'employeur soit au courant. Voilà. Et ce que vous pouvez faire à la rigueur aussi sur votre CV, c'est mettre RQTH sans besoin d'aménagement de poste ou ayant besoin d'aménagement de poste. Et puis voilà, ça peut peut-être faciliter vos échanges derrière si vous êtes à l'aise ou non avec le sujet. Il y avait une autre question de Mélissa qui demande si c'est pertinent de préciser dans une lettre de motivation que l'on suit des ateliers en parallèle dans notre période de recherche active. Est-ce que c'est pertinent de mettre ça en avant? Je te laisse répondre. Ouais, oui, tout à fait. Surtout si les ateliers, en fait, si vous avez, alors tout dépend le type d'atelier. Si c'est atelier réalisé, par exemple, réaliser un CV, bon, par exemple, je pense pas que ce soit intéressant pour le recruteur. Si c'est un atelier bilan professionnel voilà, où vous réfléchissez sur l'intégralité de votre carrière, etc. Et voilà, je pense que c'est intéressant parce que ça va permettre au recruteur que vous avez une démarche réfléchie et que vous êtes vraiment dans une démarche euh, voilà, réfléchie et par rapport à votre projet professionnel. Elle- Il elle- faut pouvoir, pardon, excusez-moi Non, non, Thomas, non, non, j'ai non, coupé, vas-y. mais il faut juste pouvoir vous dire de manière très simple, en fait, tout ce que je mets dans mon CV ou dans ma lettre de motivation, il faut que ce soit utile et constructif, ou en tout cas que je puisse apporter des arguments qui vont me servir. À partir du moment où ça n'a pas d'intérêt ni pour l'entreprise, ni par rapport à vos compétences personnelles ou professionnelles, vous aurez tout le temps en entretien d'en parler, voilà, si jamais la conversation, dévie là-dessus. Soyez vraiment, pour le coup, vraiment efficace dans le choix de ce que vous allez mettre en avant. Il faut que ce soit toujours lié à l'utilité de l'entreprise et à ce que ça vous a apporté, en fait. Alors là, j'ai une question de Leslie qui est assez pertinente pour se mettre en avant. Enfin, du coup, comment se mettre en avant quand on n'a pas d'expérience? Donc, je pense notamment aux étudiantes qui débutent leurs études pour de l'alternance ou autre. Tu veux y aller, Alors, Marine? ouais. Alors, ce que vous pouvez faire, comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi pas déjà prendre le contenu de des formations que vous avez suivies en termes de contenu pédagogique. Ça vous a forcément permis d'acquérir des compétences. Également, si vous faites partie d'associations, si vous avez des loisirs particuliers qui peuvent montrer des facettes de votre personnalité, je pense que vous pouvez creuser là-dessus. Oui, pour rappel, hein, la lettre de motivation, l'exemple de lettre de motivation, c'était un étudiant. Donc il avait enfin, un étudiant de deuxième année. Donc en fait, il n'avait même pas encore fait de stage. Enfin voilà, il n'avait vraiment pas d'expérience, en tout cas dans le domaine précis, ou en tout cas des résultats à montrer. Et en fait, il a quand même réussi à montrer sa motivation. Il a répondu à la question: «Pourquoi est-ce que je veux aller travailler là-bas? Et malgré mon humble expérience, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter?» Avec des expériences que j'ai eues au cours de mes études. On a fait des projets en commun, qu'est-ce que ça m'a apporté? Quel poste j'ai occupé, enfin quel poste, quelle mission j'ai occupée, lors de ce projet, voilà, en groupe. Voilà, en fait, il y a toujours des choses à mettre en évidence quand on n'a pas d'expérience vraiment, concrète en début de carrière. L'idée, c'est de mettre vraiment en avant vos soft skills énormément, et je rejoins Marine là-dessus, hein, sur les activités en dehors, enfin voilà, le bénévolat, les activités, les associations. Est-ce que vous avez, voilà, ce que vous avez créé, ce que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez fait des projets pendant vos formations? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en évidence. L'idée, c'est pas de surcharger non plus un CV, hein. Votre CV, il peut être, enfin dans les exemples qu'on vous a montrés, le tout premier à gauche, il est vraiment, très, très, épuré, hein. Donc il y a pas de crainte à avoir, la peur du trou dans le CV, ou en tout cas des espaces libres, voilà, ça doit pas être, contraignant.
Il y a une autre question de Clara, donc, qui se rapproche peut-être de la précédente sur la période de chômage. Là, c'est concernant un arrêt maladie de 2 ans, pardon, qui a débouché sur un licenciement pour inaptitude. Plutôt en parler dans l'entretien en restant positif sur notre bonne remise en forme, par exemple. Exactement. L'idée, c'est pas d'en parler au sein d'une lettre de motivation ou du CV. Ce que vous pouvez faire au sein de votre CV, si vous souhaitez mentionner quelque chose, soit vous ne mentionnez rien, soit vous pouvez mettre sur les 2 années, pour pas qu'il y ait de trous, vous pouvez mettre voilà euh, quelque chose comme non travailler pour raison personnelle. C'est quelque chose que vous aborderez derrière un entretien. Mais voilà, ne vous faites pas de soucis. C'est quelque chose qui voilà, s'échange très bien en entretien, que vous pouvez directement amorcer par vous-même, ou on vous posera la question pourquoi ce trou. Mais voilà, vous pouvez toujours en effet tourner les choses de manière positive. Encore une fois, un trou dans un CV, ça ne fera pas classer votre CV sur la pile non lu, hein. C'est encore une fois, ça sera en entretien d'en parler. Et de toute façon, voilà, encore une fois, il vaut mieux être transparent et effectivement rester positif sur ces 2 ans passés bah voilà, à prendre soin de soi. Moi, j'ai reçu beaucoup de personnes en entretien qui bon, c'est un cadre différent, hein, mais il y avait un trou de 3 ans pour congé parental d'éducation. Enfin, c'est OK en fait. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on est quand même très axé sur, bah, sur ce genre de compréhension. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça sera à l'entretien qu'il faudra bien préparer son argumentaire. Une autre question de Shaima qui demande, est-ce que c'est bien vu de prendre 2 mois pour se certifier et s'auto-former après l'obtention de son diplôme pour se spécialiser dans un domaine? Et ici, on parle de l'informatique. Donc est-ce que c'est une bonne chose de s'auto-former? Bien sûr. Et je pense qu'on peut également le mettre en avant dans le CV. Ah oui, 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 bien sûr. Même si c'est pas reconnu, hein, sachez que toute formation ou auto-formation qui n'est pas reconnue peut être mentionnée dans le CV. Dans tous les cas, ça sera un plus pour vous, pour voir bah, ce que ça vous a appris et pour augmenter, bah, là, pour le coup, vos hard skills. Mais ça sera aussi un bonus pour l'entreprise, hein, de voir que vous êtes quand même très proactive dans la formation, voilà, que vous êtes soucieuse, enfin, et soucieuse bah, de vous former et d'apprendre toujours, voilà, de ne pas rester sur vos acquis. Donc, évidemment, tout ce qui est auto-formation, vous pouvez y aller, même si c'est pas reconnu. Une question de Pauline qui demande, donc en cas de demande de contacter l'ancien employeur, de la part du nouvel employeur potentiel et que ça s'est très mal passé, pour des mauvais traitements de la part de son employeur, comment fait-on? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce que vous pouvez faire de toute manière, en effet, avant que votre potentiel futur employeur contacte vos précédents employeurs, il leur faut forcément votre accord avant ça. Et là, vous pouvez très bien, moi j'ai déjà entendu des personnes m'expliquer le pourquoi ils ne souhaitaient pas que je contacte leur précédent employeur, mais expliquer la raison. Voilà, ça s'entend. On sait très bien que voilà, des expériences professionnelles peuvent mal se passer et c'est pas forcément de votre fait. Donc voilà, ça s'entend et il faut être à l'aise avec le sujet. Ouais, bien sûr. Et puis vous pouvez donner, la référence de l'expérience d'avant si vous en avez, bien sûr, du coup. C'est comme les personnes en poste, hein, quand on a des personnes qui Mm. sont en poste et qui cherchent, à changer d'entreprise, on contacte pas l'employeur, heureusement. Mais voilà, il faut effectivement c'est à vous de donner les coordonnées de vos références, hein. Il y a une question encore de Louisa. Selon vos expériences respectives, quels sont les éléments rédhibitoires dans une lettre de motivation? Je pense que ça a déjà été dit, mais voilà, s'il y a un top 3, on va dire, à dire, à donner. Alors c'est difficile que ce soit rédhibitoire, après bon, moi je travaille dans Mm. l'industrie du jeu vidéo donc encore une fois, la lettre de motivation dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas ce qui va faire pencher la balance. Donc je réfléchis un petit peu sur mes anciennes expériences. Heu, pour moi, c'est pas les fautes d'orthographe, très honnêtement, même si évidemment il faut pas en faire. Mais en fonction des métiers, moi j'ai travaillé dans la grande distribution, sur des métiers qui sont très précaires, sans forcément, niveau d'études et accès, voilà à des, à,
à la possibilité de ne pas faire de faute d'orthographe. Donc pour moi, c'était pas rédhibitoire. Pour moi, ce qui peut éventuellement être rédhibitoire, c'est une lettre de motivation qui n'est pas du tout destinée à mon entreprise éventuellement, où je me dis, bah, effectivement, la personne, elle a pas fait attention du tout à ce qu'elle a envoyé. Enfin voilà, elle est pas du tout concentrée, quoi. Elle a pas vraiment de motivation. Elle envoie à la chaîne et puis voilà. Après, rédhibitoire, franchement, c'est rude. Mais Marine, je Ouais, sais je pas te si toi, rejoins. Ouais, complètement. Je pense qu'une lettre de motivation pas personnalisée, et alors à la rigueur, qui est pas l'interlocuteur exact, ça c'est pas très grave. Mais si voilà, je sens que la lettre de motivation, elle est assez bateau, qu'elle a pu être envoyée en masse à plusieurs entreprises. Là, je trouve que dans ces cas-là, il aurait mieux valu ne pas faire de lettre de motivation parce que du coup, voilà, c'est pas valorisant. Également, moi, je fais très attention aux fautes d'orthographe et ça, pour moi, par contre, c'est assez rédhibitoire. Et également, alors, j'ai pas eu le cas, mais voilà. Imaginons quelque chose qui pourrait être aussi rédhibitoire, c'est une lettre très tournée sur les avantages de l'entreprise, mais avantages salariaux. Tout ce qui va être autour des primes, etc. Parce que pour moi, une personne, elle doit être avant tout quand même intéressée par le poste que pour les avantages qui environnent le poste. je suis entièrement d'accord. Alors, il y avait une autre question là. Là, je pense qu'on est sur une reconversion. Donc, Delphine est retournée à l'école de 2017 à 2019. Elle a obtenu un DUT. Et là, elle est en recherche d'emploi. Elle demande si elle doit mettre uniquement ses expériences pro en rapport avec ce DUT, qui sont en l'occurrence des stages. Ou alors, il faut qu'il mette ses expériences pro passées, avant cette reprise d'études. Oui, moi, je suis pour les expériences passées. Mm. Comme on disait, hein, ça peut être aussi des emplois saisonniers. Enfin, voilà. Tant que ça a pu vous apporter et toutes les expériences professionnelles ont apporté des choses personnelles, il faut les mettre. En sachant qu'il y a forcément des compétences transversales d'une filière, d'un métier à un autre. Donc, des qualités, par exemple, de gestion de projet en qualité, imaginons dans le secteur de la qualité, peut se retrouver en ressources humaines. Donc, ouais, je suis aussi d'avis. Et puis, vous ne faites pas non plus un reset de votre carrière professionnelle. Tout ce que vous avez eu avant, ça va être un vrai plus pour l'avenir. Donc, pour moi, c'est à valoriser. Bien. Alors, une autre question de Justine. À quel moment mentionner le rythme de l'alternance et du départ à l'étranger qui peuvent être assez contraignants? Donc, départ à l'étranger, j'imagine que c'est peut-être pour un stage à faire dans le cadre de ses études, je pense. Pour moi, c'est dès lors de la lettre de motivation qu'il faut être le plus transparent possible et dans l'encadrer en haut du CV, lorsque vous allez mettre le poste recherché, vous allez mentionner aussi le type de contrat. Et là, je pense que c'est important de le renseigner et peut-être rentrer dans le détail dans la lettre de motivation. Mais pour moi, il faut quand même le préciser avant l'entretien ou alors vous prenez la décision de ne pas en parler pour pas que votre candidature soit écartée pour ces raisons. Et voilà, et vous l'exprimez dans ces cas-là lors du premier échange téléphonique qui aura lieu avant l'entretien. Et ça permet voilà, d'en discuter oralement et d'éviter de vous faire perdre du temps mutuellement si ces contraintes de temps voilà, sont vraiment trop contraignantes pour le poste en question. Et puis, je pense qu'on va terminer avec une dernière question, puisqu'il est 11 heures et qu'il y a d'autres ateliers qui suivent. Alors, j'avais une dernière question de Alix. À quel moment on juge que nos expériences n'ont pas à apparaître? J'ai eu la chance de faire 3 ans d'alternance. Je comptais ne plus parler de mes jobs d'été, par exemple. Est-ce que c'est pertinent dans ce cas? Oui, en fait, à partir du moment où les expériences professionnelles en lien avec votre métier euh, sont assez suffisantes et conséquentes, vous pouvez ne plus parler de vos expériences précédentes. Enfin, moi, personnellement, sur mon CV, je ne parle plus de mes jobs étudiants voilà, que j'ai réalisés. On peut être amené à en parler en entretien. Parce que voilà, ça a pu m'apporter plein d'éléments. Mais à partir du moment où vos expériences professionnelles sont suffisantes, vous pouvez ne plus parler des autres.
Merci beaucoup. Je suis désolé, il y a d'autres questions encore, mais malheureusement, on va devoir couper parce qu'il y a d'autres ateliers qui vont suivre dans la journée. De toute façon, il y aura voilà, ça c'est enregistré, on mettra le replay sur YouTube. Et puis on vous enverra certainement la présentation aussi, si ça vous va, Samantha et Marie, je la récupérerai, puis je On va l'enverrai le mettre en PDF, ouais. à toutes les participantes. Mm. Merci en Un, tout cas pour votre un grand écoute, hein. merci à vous. C'était très Merci chouette. beaucoup. Merci pour votre Merci à participation. tous. Merci à vous pour votre Merci. animation. À bientôt et bon À courage. bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.